Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jonathan Fournel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais eu le plaisir de vous recevoir à l'occasion de l'apparition de votre premier CD qui était consacré à la troisième sonate de Johannes Brahms et aux variations sur un thème d'Handel du même Brahms. Un projet que vous aviez porté longtemps. Enfin, il y a un attachement très particulier de votre part à Brahms, que vous avez beaucoup aussi porté le deuxième concerto pour piano, que vous avez beaucoup joué. Je ne sais pas si vous continuez à le jouer avec la même au même rythme. Je parle pas au rythme, je parle le rythme, la fréquence, Jonathan Fournel. Bien, c'est vrai que là, depuis maintenant la sortie du CD, c'est vrai que j'avais beaucoup tourné avec la troisième sonate de Brahms et puis l'année d'après avec la première sonate de Brahms. Entre les deux, j'ai voulu faire une petite pause de Brahms, peut-être de peur de m'enlacer, même si je pense que c'est quand même assez impossible. Mais j'ai voulu faire une petite césure de Brahms, mais tout ça pour y revenir aussi rapidement que l'année prochaine, puisque l'année prochaine, je reviens dans du Brahms avec particulièrement la sonate, les pièces opus 117 que j'ai ajoutées à mon nouveau programme de récital. Vous avez commencé avec le Brahms jeune et vous continuez avec le Brahms ouais, de la fin. Voilà, j'ai juste oublié le milieu. Mais bien sûr, il y a d'autres choses que j'aimerais encore découvrir et travailler de Brahms. Mais bien sûr, entre-temps, j'ai aussi beaucoup joué quand même le premier et le deuxième concerto. Et je rejoue le deuxième concerto pendant l'été. Donc Brahms m'a jamais quitté. Enfin, j'ai jamais quitté Brahms. Et j'ai toujours, en tout cas, ce même regard sur le compositeur, un regard très attentionné, avec toujours autant de passion. Alors, je vous avais écouté à la Fondation Vuitton justement interpréter cette troisième sonate de Brahms. Vous aviez choisi de la mettre en regard avec la troisième sonate de Chopin. Deux chefs-d'œuvre, mais tellement dissemblables. Et pour vous, les liens, comment sont tissés les liens entre ces deux œuvres ? Pourquoi vous aviez choisi de les réunir ? En fait, ces deux œuvres qui sont en fait à la fois de deux œuvres d'une grande maturité et en même temps de deux compositeurs qui ont écrit ces œuvres à vraiment des périodes complètement radicalement opposées. On a un jeune Brahms qui a 20 ans, qui a écrit ça, je crois en 1853, et puis Chopin qui a écrit sa sonate un tout petit peu plus tôt, mais pas beaucoup plus tôt. Et ce que j'aimais bien, c'était de voir ce rapport justement de cette sonate numéro 3, qui est vraiment une pièce qui a vraiment beaucoup évolué dans la progression de Chopin, qui commence un peu à tanguer grâce au chromatisme vers quelque chose de déjà beaucoup plus moderne, déjà dans les dernières mazurkas, et puis la sonate pour violoncelle qui vraiment commence à aller vers le futur presque, et puis ce Brahms très orchestral, presque à la fois à l'opposé mais pas tant que ça dans la manière dont c'est écrit. Les polyphonies sont extrêmement nombreuses, le chromatisme aussi extrêmement nombreux, avec toujours cette espèce de rythme qui est inéluctable, qui nous ramène un peu à notre condition d'être humain, on va dire, qui nous annonce un peu ce qui pourrait arriver par la suite. Tellement d'imagination que 5 mouvements sont nécessaires justement à l'imagination de ce jeune compositeur. Et j'aimais beaucoup cette idée de les mettre toutes les deux, ces deux sonates en parallèle, et justement de quelques années de distance entre les deux, mais en même temps une sorte d'inspiration même de Chopin dans cette œuvre de Brahms. Alors Jonathan Fournel, on va aborder un univers très différent, vient de paraître pour le label Alpha Classics dans une très belle collection consacrée au concerto de Mozart, soit concerto pour piano ou concerto pour violon, de jeunes interprètes. Excusez-moi de vous mettre encore dans la catégorie jeunes interprètes, malgré votre itinéraire qui est déjà tellement riche. Donc vous êtes aux côtés de l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Howard Griffiths. 2 concertos pour piano, le 18e qui date de 1784 et le 21e qui date de 1785. Donc dans cette collection où sont publiés au fil du temps
j'imagine, tous les grands concertos de Mozart. C'est vous qui avez choisi, Jonathan, ces 2 concertos? Bien sûr, et j'ai eu la chance de pouvoir choisir les concertos que je voulais enregistrer, et en tout cas mon regard s'est directement porté sur ces 2 choix, non seulement parce que j'avais déjà joué le 18e et le 21e, j'avais déjà joué d'autres concertos, mais c'était en tout cas déjà ceux que je connaissais le mieux, et peut-être ceux dans lesquels je me sentais le plus près et le plus imaginatif peut-être à enregistrer après avoir une certaine expérience de les avoir joués en concert. Et en même temps, j'aimais beaucoup voir ce rapport entre ces 2 concertos, de ne pas forcément mettre encore une fois le 20 et le 21e, ou encore le 21e plus le 23e, mais cette volonté vraiment de mettre ce 18e concerto de Mozart, qui est généralement enregistré dans des intégrales, uniquement dans des intégrales, mais oui, on mais le jamais trouve peu à part. Oui. Mais on trouve vraiment très Alors rarement qu'il à est part. sublime. Exactement. Donc lui me tenait vraiment à cœur, et puis après le Do majeur, oui, à chaque fois ça nous rajoute quand même toujours de la fraîcheur de nos souvenirs de cette pièce qui a quand même qui fait partie du grand répertoire du piano. Donc voilà, le 21e pour nous rappeler quand même que Mozart est quand même un génie, mais le 18e pour me dire que oui, tout n'est pas à jeter. Hein. Non, de toute façon. À partir du 9e concerto dit Jeune homme, tous les concertos de Mozart jusqu'au 27e sont de purs chefs-d'œuvre. Enfin, c'est dur de hiérarchiser. Enfin, il y a une telle richesse. Je ne crois pas qu'on puisse trouver un autre domaine dans lequel un compositeur a atteint un tel nombre de sommets. Bon, si, il y a Beethoven, les quatuors ou sonates, mais là, tous les concertos de Mozart sont d'une telle richesse. On parle en plus de quand même plus d'une vingtaine de concertos, donc c'est même assez dingue de voir que l'imagination de ce monsieur était vraiment aussi poussée à l'extrême. Alors, vous avez choisi donc le 18e avec ce mouvement lent qui est absolument merveilleux, qui est très émouvant. Et comment on aborde Mozart? Parce que quand je vous avais reçu, on parlait beaucoup de Brahms. On sentait que c'était un musicien qui vous accompagnait depuis longtemps et que vous aviez toujours énormément réfléchi sur ses sonates. Et Mozart, on a l'impression que c'est tellement... Enfin, je dis pas que Brahms n'est pas difficile, mais on a l'impression que c'est tellement difficile que tout le monde se heurte à Mozart. Bien, c'est vrai que Mozart n'était pas le compositeur avec lequel j'avais une amitié particulière, surtout quand j'étais jeune. Je pense que Brahms, ça a été quelque chose de beaucoup plus évident. Au contraire, j'ai même eu une période où j'avais plutôt peur de Mozart, de me dire comment on peut réussir à faire beaucoup avec rien. Enfin, c'est un peu extrême de dire ça de cette manière-là, mais de faire beaucoup avec aussi peu de notes, quand on est plus habitué avec le répertoire plus romantique, en jouant, passons après plus tard avec Rachmaninoff, et donc voilà, on sent qu'on a quelque chose sous les doigts, et que bon, ça fait presque sonner le piano de lui-même, et là de se retrouver avec un Mozart où la simplicité est peut-être la chose primordiale. Mais qu'en même temps, si jamais on cherche uniquement à interpréter Mozart en ne cherchant que la simplicité, et ben c'est là qu'on se casse aussi la figure. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce travail de détail et d'orfèvrerie à essayer de voir comment... on parle de phrases, on parle de sections, mais on parle de caractères, de personnages. Et ces personnages avec toutes ces différentes émotions qui parlent réellement entre eux. Et qui arrive en fait après à créer cette histoire qui va du premier mouvement à la fin du troisième. C'est donc peut-être que cette recherche du détail, cette recherche des couleurs, des émotions, des caractères est en fait une grosse part du travail dans Mozart pour pouvoir réussir après à les synthétiser dans quelque chose de plus simple. Mais donc ça demande une grande attention, et c'est vrai que c'est en tout cas, pour le pianiste, je trouve toujours Mozart délicat à jouer. On ne peut pas dire que c'est un compositeur facile, mais je pense qu'il nous le rend bien quand même. Oui, mais alors on a l'impression justement quand on écoute ces disques, j'ai beaucoup écouté ce disque, Jonathan Fournel, que vous racontez quelque chose. Enfin, on a l'impression que ça avance tout le temps, et justement, c'est ça qui me paraît très très difficile, c'est qu'à la fois il y a une pureté de son chez vous, en plus vous êtes merveilleusement accompagné quand même par l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg,
enfin, vous êtes chez Mozart, oui. Leonard Griffiths. Vous racontez quelque chose. Il y a à la fois ce mélange de pureté, de simplicité, et en même temps de récit. Et c'est ça qui paraît très difficile. En fait, c'est d'échapper à une neutralité, en fait. En fait, chaque note est importante et chaque note doit être prononcée comme si on parlait vraiment à quelqu'un. Et en fait, justement, peut-être le fait qu'il y ait moins de notes que chez Rachmaninoff nous permet justement de pouvoir, en tout cas, donner un sens à chaque note, mais après de leur donner un sens chacune d'entre elles. Et comme je le disais un peu plus tôt, vraiment la caractérisation comme des personnages qui parlent entre eux dans un petit opéra de chambre mais sans chanteur. En fait, le piano, les personnages peuvent remplacer les chanteurs à certains moments, et c'est ça qui rend ces œuvres extraordinaires. En fait, quand on parlait de Brahms un petit peu plus tôt, j'ai presque envie de dire que la manière de travailler Brahms est assez convaincante lorsqu'on essaie d'imaginer vraiment des instruments différents chez Brahms, avec une orchestration bien propre à son écriture, et de temps en temps c'est même presque assez clair d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait utiliser s'il avait souhaité l'orchestrer. Tandis que chez Mozart, c'est un petit peu différent, puisque là, on se dit quel est le type de personnage qu'on voudrait avoir pour cet endroit, et qu'est-ce qu'il voudrait exprimer, ou sinon, après, si jamais on le retranscrit à notre manière, on se dit qu'est-ce que moi, j'aurais aussi envie de dire à travers ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, en fait, c'est un travail un petit peu différent qui, à la fin, se complète, puisqu'on peut aussi imaginer différents instruments, mais en tout cas le côté vocal et prononcé d'histoire est vraiment très présent, je pense. Alors pour le 18e concerto, vous avez choisi les cadences de Mozart, et pour le 21e, vous avez choisi les cadences de Dino Lipaty. Donc Dino Lipaty qui a laissé cet enregistrement mythique avec Karajan, justement, qui a laissé aussi une empreinte sur ce concerto, qui a laissé une empreinte sur les quelques œuvres qu'il a enregistrées, comme la première partita de Bach ou les valses de Chopin. Vous avez, quand vous avez enregistré ce concerto, vous vous êtes dit non, justement, faut pas que je réécoute Lipaty pour pas me laisser écraser, ou alors c'est un enregistrement que vous écoutez depuis longtemps et que vous avez continué à écouter? C'est un enregistrement que j'ai beaucoup écouté, même avant de jouer ce concerto. J'ai peut-être découvert ce concerto, enfin je ne sais même pas quand je l'ai découvert, j'ai l'impression que presque un peu toujours grandi avec ce concerto. Peut-être avec Murray Peraya, peut-être avec Maria Jo Pires, mais c'est vrai que cette version en particulier avec Dino Lipaty a été la version que j'ai peut-être le plus écoutée de ma vie. Mais alors après, en le travaillant, j'ai essayé quand même de me détacher de l'interprétation de Dino Lipaty, qui est une version, je trouve, vraiment incroyable. Mais alors après, lorsque j'ai travaillé, et surtout en préparation de ce CD, je n'ai pas réécouté le CD mais pas parce que j'ai eu peur Enfin, on peut pas avoir peur d'être inspiré par Dino Lipaty, au contraire. Mais plutôt par choix de vouloir vraiment assumer mes propres idées musicales et essayer d'y aller à fond, même si, parce qu'en même temps j'ai toujours gardé dans la tête des souvenirs de ce qu'il fait et de ce que comme quand on écoute encore le concerto de Schumann, il y a des choses qu'on garde dans la tête, et donc c'était pas un choix de le pas réécouter le concerto par Lipaty, mais c'est plutôt le fait que voilà, à force de le travailler et tout ça, peut-être que c'était pas l'œuvre que j'avais aussi envie d'écouter encore en plus après le travail, mais plutôt de me réécouter moi-même pour voir si ce que je faisais correspondait à ce que j'avais envie de réaliser après. Alors bien sûr, quand on pense à ce 21e concerto, il y a ce fameux mouvement lent qu'on a entendu dans beaucoup de films, et puis qui, au même titre que l'Adagio, l'Andante du 23e, est aussi un des chefs-d'œuvre aussi si important des concertos pour piano de Mozart. Quand on l'aborde, cette Andante, ce mouvement lent, est-ce que justement on est au milieu de toutes ces figures mythiques, ou alors on le joue, on se lance dedans, Jonathan Fournet? En fait, lorsqu'on se lance dans ce deuxième mouvement, il y a un peu cette peur de le caricaturer, puisque en fait, de l'avoir tellement entendu et réentendu, on a même l'impression de déjà le connaître avant de le commencer. Et en fait, on
découvre davantage lorsqu'on commence à regarder un petit peu plus près et de voir qu'en plus c'est un mouvement qui est presque improvisé. Il y a tellement de petits passages que certains musiciens ont ornementé à leur manière. Et bien sûr, il y a quelques ornementations que j'ai rajoutées, mais c'est vrai que j'ai voulu en tout cas rester beaucoup plus dans le texte original, plus classique de Mozart, parce que je me disais que ça se suffisait à lui-même dans un sens. Mais en tout cas, j'ai pas voulu à tout prix avoir un regard neuf sur les choses, mais j'ai voulu en tout cas laisser aller mon imagination d'elle-même dans la direction dans laquelle je pensais qu'elle était la bonne. Et après avoir joué ce concerto à plusieurs reprises avec orchestre, c'est là qu'on voit un peu ce qui fonctionne le mieux, ce serait-ce qu'au niveau du tempo, qui n'est pas un tempo trop lent quand même, parce que c'est encore... Ce n'est pas un tempo, ce n'est pas un mouvement lent à proprement parler, mais quelque chose de lent et qui fonctionne en un seul souffle avec une espèce de ligne qui s'étire comme un fil doré qui nous raconte quelque chose un peu du début, de la première note à la dernière, avec ce rythme à la main gauche qui est comme des battements de cœur qui ne s'arrêtent pas et qui sont inéluctables. Donc je pense qu'il y a eu une longue réflexion derrière en tout cas ce mouvement, mais c'est peut-être pas fini encore. Jonathan Fournel, en parlant d'un autre grand chef-d'œuvre, vous allez bientôt jouer le 4e concerto de Beethoven en sol majeur. Bon, les 5 concertos de Beethoven sont aussi 5 chefs-d'œuvre, mais enfin le 4e, il est quand même, c'est peut-être la perle de la couronne, c'est-à-dire qu'il y a une telle pureté, une telle beauté, une telle émotion dans ce concerto. Et il y a vraiment quelque chose d'unique dans ce concerto que j'ai commencé à travailler, que je n'ai jamais joué avec orchestre, que je n'ai jamais joué. On vous a demandé ou c'est vous qui avez proposé Alors, on m'avait demandé de faire un concerto de Beethoven et après avoir joué à plusieurs reprises le 3e concerto, j'avais envie d'avoir quelque chose de nouveau à me mettre sous la dent et j'ai proposé le 4e et je suis très content qu'il ait été accepté. Donc j'avais envie de l'apprendre, on m'a proposé de faire un concerto de Beethoven et j'ai proposé le 4e. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de pureté magique au sein de ce concerto que je suis encore en train de découvrir avec des yeux ébahis. Alors justement, ce concerto, contrairement à la plupart des concertos, c'est le piano qui commence. On est toujours... nous, auditeurs, à l'affût de ce que le pianiste va faire. Quand vous arrivez face à l'orchestre et que vous abordez ce concerto, est-ce qu'il y a une part, non pas d'improvisation au niveau des notes, mais vous vous laissez porter, ou vous reproduisez à chaque fois le même tempo, ou comment ça se passe Eh bien, en fait, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais réussir à imaginer ce début, même si je l'ai déjà travaillé, mais il y a... en tout cas, certains débuts que j'entends. Je sais ce que je ne veux pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, je dois encore, en tout cas, travailler sur de quelle manière commencer, ne serait-ce que ce premier accord. Ce premier accord qui doit à la fois être plein, mais qui doit en même temps nous donner envie d'aller écouter ce que l'orchestre va nous proposer après. Ce n'est pas l'œuvre qui se finit, c'est pas une simple phrase qui se finit au bout de 4 mesures, mais c'est vraiment une introduction et c'est cette introduction qui va nous donner envie d'écouter la suite de l'œuvre. Donc ce choral peut-être doit encore rester même encore un peu allant, je pense, à mon sens, pour justement ramener vers cette respiration de l'orchestre. Mais la manière dont je vais réussir à faire le début, pour l'instant, je pense qu'il va falloir que j'essaye. Jonathan Fournel, vous revenez du Japon, vous avez donné des récitals. Quand on voit les programmes de récital, Schubert, Beethoven, Szymanowski. Alors Szymanowski, ce compositeur de la première moitié du XXe siècle, extraordinaire, qui est pas énormément joué par les pianistes français. Comment vous l'avez abordé, vous J'ai découvert Szymanowski il y a très longtemps par sa musique orchestrale, par les symphonies et le concerto pour violon. Mais j'avais aussi beaucoup de plaisir à écouter cette 4e symphonie par Arthur Rubinstein. Le piano est central. Je crois que c'est une œuvre qui lui était dédiée, d'ailleurs. Oui, bien sûr, opus 60. J'ai toujours beaucoup aimé cette œuvre. Mais je n'avais jamais cherché après davantage dans ce qu'il avait écrit pour piano. Il y avait un ami, quand j'étais au conservatoire, au CNSM, qui jouait les variations opus 3.
Et je n'avais jamais entendu cette musique qui, à la fois, me rappelait un peu Rachmaninoff, mais c'est pas du Rachmaninoff. C'est quelque chose d'autre. C'est un Rachmaninoff qui est passé par Scriabine, mais par l'évolution de Scriabine, mais il y a Chopin qui est passé dans un coin. On ne sait pas comment l'expliquer. Voire Berg aussi par moment. Donc c'est lui qui jouait cette œuvre, et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant, et lui il est passé du temps, mais cette période-là, il y avait d'autres choses que j'avais envie d'approfondir, et je me suis dit, bon, plus tard, en tout cas, peut-être, il faut que je le garde dans un coin de ma tête pour plus tard. Et lorsque j'ai commencé à faire des programmes de récital un peu après le concours, Concours Reine-Elisabeth, je le dis Bien pour sûr. les quelques auditeurs qui ne savent pas que vous avez remporté ce premier prix, Jonathan Fournel. Peu après le concours, et je cherchais, en fait, ce qui me manquait un peu, c'était une œuvre qui pourrait durer entre 12-14 minutes. Et puis en même temps, je me lassais moi-même en me disant, mais est-ce que j'ai vraiment envie de rejouer la 4e balade de Chopin, ou est-ce que j'ai envie de rejouer Funérailles de Liszt ou Méphistophèles. Ça, c'était des œuvres qui étaient au concours Non, c'était des œuvres que j'avais jouées avant et qui correspondaient, ou la sonate de Berg, mais des œuvres qui correspondaient en tout cas même au minutage que je souhaitais rajouter dans le programme pour que ce soit plus ou moins équilibré entre la première et la deuxième partie. Et puis bon, un jour, après réflexion, c'est vrai que j'ai repensé un peu à Szymanowski, comme ça, je me dis, oh, c'est vrai, j'ai revu la partition qui était dans la bibliothèque, comme ça, après avoir feuilleté la bibliothèque 15 fois, et de se dire, ah, mais il est là. Ça doit être une écriture bien touffue. Et c'est bien touffu, bien touffu. Et alors j'ai vraiment plutôt découvert cette musique de piano à ce moment-là. J'ai écouté l'enregistrement de Blechatz. D'ailleurs, un super polonais, justement. Quand je disais que les pianistes français abordent peu ce répertoire. Mais c'est étonnant, mais là-bas en Pologne, j'ai l'impression que c'est même une œuvre du grand répertoire des pianistes polonais en Pologne, parce que je l'ai même vu sur d'autres programmes après par la suite. Mais je me suis dit, mais c'est peut-être pile ce qu'il me faut, quelque chose que je ne connais pas, mais je pourrais me lancer presque un challenge à vouloir le découvrir, à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce compositeur, comment ça a évolué. Et ça m'a rappelé beaucoup en fait cette évolution harmonique de Scriabine, où il y a déjà cette inspiration dès le début de Frédéric Chopin, bien sûr, mais une inspiration qui a subi une sorte de transformation assez vite, et qui a peut-être connu des inspirations peut-être même des Viennois de l'époque, et puis Scriabine et des compositeurs qui écrivaient d'ailleurs beaucoup plus aussi pour l'orchestre, comme Mahler, même Bruckner, des œuvres aussi orchestrales, des œuvres pour orgue, pardon. Guillemot, Vierne, enfin je sais pas encore, mais en tout cas il y avait en tout cas là-dedans vraiment un peu une mine d'or à découvrir, et j'adore la polyphonie, il faut avouer, donc je me suis fait beaucoup de plaisir à travailler, à essayer de chercher les harmonies que je trouvais vraiment amusantes, et alors voilà, j'ai commencé avec les variations opus 3, et puis je me suis rendu compte que c'était un répertoire qui me correspondait aussi. Et c'est pour ça que j'ai après décidé de faire les variations opus 10, et donc après variation opus 10 de décider d'enregistrer ces 2 sets de variations et d'y mettre la 3e sonate de Chopin donc sur le même CD. Que vous venez d'enregistrer pour Label Alpha qui paraîtra dans quelques mois, Jonathan Fournel, donc Chopin, Szymanowski, une belle conjugaison. Oui, sans parler du fait qu'ils sont tous les deux polonais, en fait cette connexion qu'il y a en fait entre ces deux compositeurs au point de vue de l'écriture, surtout la 3e sonate qui est cette œuvre très mature de Chopin, qui est dans mon esprit bien sûr, mais qui pourrait être en fait presque le début de cette progression de l'évolution de Szymanowski, qui a dû la jouer lui-même, qui a dû lui-même s'en inspirer avec tous ces chromatismes, et toute cette polyphonie quand même qui n'était pas là au tout début des années de compositeur de Chopin.
Et cette volonté d'aller chercher dans la polyphonie et dans le chromatisme, et d'aller après chercher dans ce style beaucoup plus moderne, même de temps en temps presque debussiste, mais sans oublier que Chopin est passé par là. Je trouvais que la corrélation entre les deux était même plutôt assez évidente, en tout cas dans ma tête. Mais... Jonathan Fournel, vous disiez que vous cherchiez justement un morceau qui dure 12-14 minutes, et vous avez choisi finalement ces variations de Szymanowski. Et justement, comment vous construisez un programme? Parce que quand on voit vos programmes de récital, que ce soit en Allemagne, au Japon, et bientôt dans d'autres pays, alors il y a Beethoven, Szymanowski, Franck, Schubert, c'est des compositeurs qu'on réunit pas forcément ensemble. Est-ce que vous vous dites, ce sont des œuvres que j'adore, donc je vais les jouer ensemble? Ou alors, non seulement c'est des œuvres que j'adore, mais il faut que je trouve un lien si jamais je jouais les œuvres que j'adore le plus au monde et que je les mets toutes sur le même programme, il y aurait peut-être pas beaucoup de sens. Donc j'aime bien chercher d'abord une grande œuvre que j'aimerais beaucoup travailler, comme avant la troisième sonate de Brahms ou la première, que je regarde un peu comme œuvre principale du programme. Et après, pour construire le programme, là j'ai un peu construit le programme autour des variations, mais sans forcément que ce soit aussi évident, puisque les 32 variations de Beethoven dans ce dernier programme, qui s'enchaînent avec la sonate opus 54. La 22e. La 22e, mais en me disant que, en fait, comme en tant qu'ouverture, les 32 variations, en fait, ça nous met directement dans le vif du sujet. Oui, il y a une grande intensité. Comme déjà, une belle intensité qui nous lance en tant que pianiste, mais aussi en tant qu'auditeur, directement dans le programme, qui s'enchaîne avec cette sonate qui est presque jamais joué aussi, donc c'est à la fois allier les choses avec lesquelles j'ai grandi, qui m'ont formé quand même, les 32 variations, et puis ces œuvres que l'on joue beaucoup moins, mais justement j'aimerais peut-être bien qu'on joue plus, parce qu'elles sont pas forcément moins bien que la Waldstein ou opus 101. Mais alors les 32 variations me servent presque de premier mouvement à cette sonate qui en plus commence avec un menuet. Et après, ce mouvement perpétuel qui est le dernier mouvement, mais qui est un peu une variation du menuet quand même, qui s'enchaîne après dans la suite du programme avec Szymanowski, qui a en plus avec les variations opus 10, Prélude, fugue et variation, qui a aussi un peu une sorte de connexion avec Szymanowski du donc côté organique, œuvre de César Franck. Et puis finir avec Fantasy Wanderer, qui correspond bien un peu à moi quand j'essaie de chercher les programmes. Et même si ce n'est pas des variations au sens propre du terme, mais avec ce thème cyclique et ce rythme cyclique qui revient tout au long de l'œuvre, en fait, ne nous fait pas oublier qu'on est un peu dans le même esprit. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les variations et de voir comment un compositeur... Beethoven, un compositeur qui trouve un thème qui n'est pas très long et qui après est capable en moins de 10 minutes de nous donner une esquisse un peu de tout ce qu'il est capable de faire. Oui, alors ces variations en ut mineur, effectivement. Particulièrement. Il y a quelque chose de très virtuose aussi dans ces variations. On n'est pas dans le domaine des variations Diabelli où là, il va explorer tous les territoires musicaux. Oui. Là, on a un condensé en 10 minutes de tout ce qui pourrait caractériser Mozart, Beethoven aussi, un peu, en quelque sorte. C'est ça qui rend assez extraordinaire, c'est cette pièce de 32 variations de 11 minutes, dans un sens. Jonathan Fournel, donc vous terminez par la Wanderer Fantasy. Enfin, oui, vous abordez aussi la Wanderer Fantasy, oui, de Schubert dans certains programmes, qui n'est pas le Schubert qu'on connaît habituellement de ses sonates. C'est une œuvre très virtuose. Il y a un mouvement lent qui est absolument sublime et bouleversant, mais c'est quand même une œuvre justement liste, bizarrement orchestrée. Il y a trouvé quelque chose de proche de sa propre musique, mais c'est un Schubert assez inhabituel, cette Wanderer Fantasy. Ah, bien sûr. Je crois que lui-même n'était pas capable de la jouer. C'est vrai que c'est une œuvre qui n'est pas facile, mais que j'avais commencé à travailler il y a maintenant un petit moment, quelques années, et j'avais l'impression d'avoir un peu un goût d'inachevé. En fait, lorsque je l'avais tant joué quand j'étais jeune et en même temps de jamais vraiment aller jusqu'au bout. Et
Et depuis déjà un petit moment, je me suis dit, bon, est-ce que je la refais cette année? Non, parce que c'est quand même... Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout cette fois? Je sais pas. Je sais pas si je suis capable d'y aller encore cette fois. Mais quand même, j'ai voulu me relancer un peu ce challenge. Mais je ressens de plus en plus le besoin d'aller vers quelques sonates de Schubert maintenant, ou même vers les impromptus. Donc, ou même les Klavierstück. C'est un peu cette œuvre est vraiment vraiment dans un style complètement presque pas schubertien, c'est l'œuvre la moins schubertienne de Schubert. Et là c'est en tout cas une belle découverte, c'est une œuvre de jeunesse, hein, de voir, de pouvoir remettre les doigts dessus et quand même de prendre beaucoup de plaisir à le jouer. Et puis en même temps, maintenant, d'essayer d'aller voir vers l'une des sonates, je dirais pas laquelle, parce que bon, commencer par les 3 dernières, c'est dangereux. Mais au milieu, il y en a quelques-unes qui sont pas mal non plus. Donc, Oui, il y a des chefs-d'œuvre partout. Jonathan Fournel, justement, quand je regarde votre itinéraire, votre répertoire, vos programmes, c'est très intéressant parce que quand je vous avais reçu il y a à peu près 2 ans et demi, c'était pour évoquer votre disque Brahms qui a fait grand bruit avec la 3e sonate et ses variations sur un thème de Handel. Et on a l'impression que vous étiez totalement dans Brahms. Et puis en fait, vous suivez un chemin, l'impression que c'est au gré de vos envies, vous n'avez pas envie non plus qu'on vous attache une image qui soit liée à tel ou tel compositeur, ou alors je dis pas qu'il y aurait un calcul, mais il y a aussi une volonté de ne pas être assimilé à un compositeur. Il n'y a pas de volonté particulière de ce point de vue-là, mais plutôt je suis très curieux, donc j'aime bien en fait aller visiter beaucoup d'horizons différents. Donc Brahms reste quand même l'un de mes compositeurs préférés. Touche, oui. Donc, et je l'oublie pas, hein, en tout cas avec les concertos récemment, c'est vrai que je les ai beaucoup joués, donc c'est toujours incroyable de pouvoir les rejouer. Mais et bien sûr, je n'oublie pas parce que j'y reviens bientôt. Mais il y a aussi tellement d'autres choses à découvrir. Et je pense que c'est intéressant, même pour revenir sur Brahms après, même si c'est un de mes compositeurs préférés, de passer par d'autres compositeurs pour essayer de s'ouvrir les oreilles à quelque chose d'autre, d'ouvrir ses oreilles à d'autres styles de musique, d'autres écritures, d'autres compositeurs, donc pas forcément le même type de travail, de recherche. Et donc c'est pour ça que j'aime bien me laisser la possibilité d'aller explorer à droite et à gauche. Et peut-être que plus tard, je réduirai peut-être les programmes à quelques compositeurs, mais pour l'instant, j'ai envie de profiter encore d'horizon. J'ai une soif d'horizon. Alors, donc on attend avec impatience ce disque Chopin 3e sonate et ses 2 cycles de variations de Szymanowski, donc apparaître dans quelques mois pour Label Alpha. Dans l'immédiat, on peut être heureux déjà avec ce disque de concerto de Mozart, les 18e et 21e. Vous êtes aux côtés du Mozarteum Orchestra de Salzbourg. Alors, Howard Griffiths qui dirige, vous avez l'air d'avoir trouvé beaucoup d'entente avec lui. C'est un chef que vous connaissiez avant ou c'est un chef qu'on vous a proposé dans ce projet? Ce n'était pas un chef que je connaissais avant, mais lorsqu'on m'a proposé le projet, je savais que ça allait être avec lui, puisque c'était précisé dès le début. C'était le choix de l'orchestre qui n'était pas clair au début, parce que cela dépendait des disponibilités de chacun, que ce soit les miennes ou ceux de l'orchestre. Mais c'est vrai que la connexion s'est faite quand même assez facilement. On s'est eu au téléphone quelques jours avant le début de l'enregistrement, ne serait-ce que pour parler des choses simples mais importantes, comme les tempos, les cadences, les quelques idées musicales, au moins le minimum de ce qu'on peut parler au téléphone. Et après, on s'est vu la veille ou l'avant-veille de l'enregistrement pour cette fois faire un travail un peu plus approfondi. Et c'est vrai que la connexion a été plutôt facile, où il m'a laissé quand même la liberté à la fois de pouvoir faire ce que je voulais,
Mais en tout cas, me rappelant aussi que de jouer avec l'orchestre, d'enregistrer avec l'orchestre, il y a aussi cette volonté de vouloir faire confiance à l'orchestre, et en plus un orchestre qui est quand même de bonne qualité, donc on peut leur faire confiance. Et lui faire confiance à lui sans vouloir en faire trop, et puis de vouloir vraiment créer une atmosphère de musique de chambre. Donc je pense que la relation entre les deux, elle était vraiment, vraiment très sympathique. Et c'est vrai que si jamais il y avait d'autres occasions, je serais en tout cas ravi de pouvoir refaire un autre enregistrement avec lui. On serait heureux aussi d'en écouter un autre. En tout cas, déjà, on est très heureux avec cet enregistrement des 18e et 21e concertos de Mozart. Vous êtes aux côtés de l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Howard Griffiths, Jonathan Fournel. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer ces entretiens avec le pianiste Jonathan Fournel, je vous propose de l'écouter interpréter le 21e concerto en do majeur de Mozart. Il est aux côtés de l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Howard Griffiths. Je vous en souhaite une très belle écoute, une bonne fin de soirée sur RCJ.